Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui du GAFI, webinaire sur la promotion de l'inclusion financière, et ce au moyen d'une approche de la LBC-FT, fondée sur les risques. Je suis Takaheli Habuchi, co-présidente du PDG, le groupe Élaboration des politiques, donc groupe donc du GAFI. Pour ma part, j'assurerai l'animation, je serai modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Il s'agit effectivement d'inclure un plus grand nombre de personnes au sein du secteur financier est vital. Ceci afin de lutter contre les crimes financiers. Ça a été d'ailleurs une priorité pour le GAFI. Étant donné qu'on a 1,3 milliard de personnes de par le monde qui se retrouvent toujours sans compte bancaire, eh bien, nous sommes aux prises avec une problématique. Plus tôt cette année, nous avons rajouté à nos normes et méthodologies, nous avons cherché à promouvoir l'inclusion financière, ceci grâce à un accent accru mis sur la proportionnalité et les mesures simplifiées. Et ceci afin donc d'appuyer les pays, le secteur privé, donc de mettre en œuvre ces normes révisées. Le GAFI a pu actualiser donc des orientations sur l'inclusion financière ainsi que des mesures LBCFT. Ça s'est fait donc au printemps, mai-juin de cette année. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous allons présenter, expliquer en fait les principales modifications apportées aux normes et à la méthodologie mise à jour, adoptée par le GAFI plus tôt cette année, comme je vous l'ai expliqué. En plus, nous allons examiner des scénarios envisageables, pratiques, afin de mettre en œuvre les mesures de LBCFT qui soient raccord avec l'inclusion financière. Grâce à ce webinaire, ce qu'on aimerait faire, c'est explorer aussi les principales difficultés auxquelles sont confrontées les instances de surveillance et les entités réglementaires dans la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques. Avant de vous présenter nos intervenants, permettez-moi de vous présenter quelques règles d'ordre administratif. Des questions d'intendance. Vous avez peut-être remarqué, il s'agit d'un webinaire ouvert qui réunit un large public issu du réseau mondial, y compris des responsables publics, des représentants du secteur privé, des organisations professionnelles, des universitaires, des groupes de réflexion et toute autre partie prenante intéressée par ce sujet. Le webinaire sera enregistré et posté, publié sur les plateformes sociale du GAFI. Ce sera fait plus tard. En outre, compte tenu de la pertinence du sujet, le secrétariat du GAFI a fourni des services d'interprétation simultanée en français pour ce webinaire. Par conséquent, les participants sont invités à sélectionner la chaîne en anglais ou en fonction de vos préférences, et ce, au bas donc de l'écran. Les échanges avec les participants ont eu lieu en amont du webinaire. Nous avons reçu des centaines de réponses à l'enquête sur les mesures de LBC-FT ainsi que sur l'inclusion financière, sans parler donc des plus de 1000 questions envoyées. Aujourd'hui, nos intervenants feront part de leurs commentaires de leur côté et y répondront dans la mesure du possible. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre éminent panel d'experts qui proviennent donc d'horizons très divers et variés. Tout d'abord, Catherine Dion. Alors, après plus de 20 ans dans le secteur financier, Catherine a rejoint le ministère de la Justice du Luxembourg, et ce en 2023, en tant que coordonnatrice nationale de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Elle est aujourd'hui chef de la délégation du GAFI pour le Luxembourg. Catherine est par ailleurs co-responsable, copilote du projet de révision récente des normes et de mise à jour des orientations du GAFI sur l'inclusion financière. Deuxième intervenant, Newham. Robin est responsable de l'analyse des politiques à l'Alliance for Financial Inclusion, l'Alliance de l'inclusion financière, une communauté mondiale d'autorités de réglementation financière qui s'emploie à promouvoir des systèmes financiers sûrs, solides et inclusifs. Troisième intervenant, Flor Hernandez. Flor est la directrice générale de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières, le CNBV, du Mexique. Donc, la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières au Mexique. Acteur chevronné dans le secteur financier, Flore est actuellement spécialisée dans le domaine de la
supervision de la LBC-FT et ce pour le secteur des technologies financières, FinTech, et a précédemment exercé les fonctions de directrice juridique pour une banque de développement spécialisée dans les questions agricoles et d'élevage au Mexique. Et quatrième intervenante, un panéliste, Hélène Eftemeyer. Hélène est coordonnatrice sectorielle LBCFT et à l'Association bancaire néerlandaise. Dans ses fonctions actuelles, elle dirige et gère des initiatives bancaires ainsi que publiques et privées visant à améliorer les résultats et l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière. Avant de rejoindre l'Association néerlandaise des banques, Hélène a travaillé en tant que responsable du programme KYC, Know Your Customer, connaître ses clients chez ING, ABN AMRO. Après avoir assumé de multiples responsabilités dans les marchés financiers, gestion des actifs, banque privée et banque commerciale, elle travaille aujourd'hui avec passion à la transformation de l'écosystème LBCFT et ce, en un cadre de contrôle plus efficace, mais aussi plus proportionnel. Alors, c'est là un véritable honneur, mais aussi un plaisir que d'avoir une telle palette d'experts, éminents experts avec nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer maintenant par donner la parole à Catherine afin qu'elle nous présente les récentes révisions apportées par le GAFI aux normes, à la méthodologie, ainsi que les objectifs stratégiques Policy Intents qui sous-tendent ces révisions. On passe maintenant à Catherine. Vous avez la parole. Merci, merci Takaïde. Bonjour. Bon matin, bonne soirée à toutes et tous. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ces récentes révisions. Je vais structurer donc en 3 temps. D'abord, je vous parlerai des modifications apportées aux normes, puis des modifications apportées à la méthodologie, et enfin, je m'attarderai un petit peu sur les orientations, guidance. Quelques propos liminaires. Pourquoi est-ce que l'inclusion financière revêt une importance plutôt importante pour les GAFI? Eh bien, l'inclusion financière a toujours été importante pour les GAFI, mais en vrai, il s'agit de quoi pour nous? Quel est l'enjeu pour nous? J'aimerais commencer par une définition. C'est en fait la disponibilité, l'égalité d'opportunité, d'avoir l'accès aux services et produits financiers pour tous, que ce soit au niveau des particuliers que des entreprises. La dimension inclusion, c'est important. Sans accès au système financier formel, les personnes qui n'y ont pas accès n'auront pas accès à ces espaces plus réglementés. Et ceci est la source de blanchiment des capitaux et de criminalité. Le CAFI comprend que d'appliquer en fait une approche qui insiste sur la réglementation peut en fait se traduire par des conséquences involontaires, inopinées, c'est-à-dire exclure certaines personnes et des consommateurs des entreprises de la sphère formelle. Alors, LBC a souvent été critiqué parce qu'on empêche l'accès à tous et toutes, mais désormais, le GAFI comprend, reconnaît que l'exclusion financière, eh bien, s'accompagne effectivement donc de risques. Et comme l'a dit le Mexique, effectivement, ou le dira, c'est LBC, FT, inclusion constituent effectivement deux pendants complémentaires au niveau donc des objectifs stratégiques. C'est pour cette raison qu'en octobre 2023, le GAFI a lancé un projet visant à élaborer des révisions ciblées des normes ainsi que mettre à jour les orientations sur l'inclusion financière. Ceci en vue d'encourager un véritable examen des mesures simplifiées et le cas échéant aussi, de décourager le respect excessif des mesures LBC-FT, soit une surréglementation, ce qui peut effectivement se traduire par un dérisquage et un meilleur soutien de l'inclusion financière. En février 2025, à la plénière, le GAFI a adopté des révisions des normes afin de réaliser deux objectifs clés. D'abord, un accent plus fort mis sur la proportionnalité et les mesures simplifiées dans l'approche fondée sur le risque et deuxièmement, de donner aux pays, aux autorités de surveillance et aux institutions financières plus de confiance et d'assurance lors de la mise en œuvre des mesures simplifiées. Puis, la réaction, les réponses des secteurs publics et privés, ainsi que de la société civile ont grandement salué et accueilli ces révisions. Prochaine planche. Alors, les révisions de ces normes commencent par la recommandation 1.
Et notamment, certaines modifications en lien ont aussi été apportées à la note d'interprétation à la reco 1, 10 et 15. Donc, premier objectif principal, c'est de mettre davantage l'accent sur la proportionnalité. Jusqu'à présent, les pays étaient tenus d'appliquer les mesures LBC-FT proportionnées au risque identifié. À la plénière, il a été décidé de remplacer commensurate en anglais, donc à la hauteur, par proportionate, proportionné. Donc, toutes les recommandations du GAFI, d'aligner plus étroitement la terminologie du GAFI, que ce soit plus raccord que cette terminologie avec celle des parties prenantes et des cadres de l'inclusion financière. Ceci afin vraiment d'accorder une grande attention à l'objectif de proportionnalité de l'approche fondée sur les risques. Pour que les choses soient plus claires, on a rajouté une définition de ce qu'on entend par proportionnel. Alors, ces mesures proportionnées à la hauteur, c'est en fait qui correspondent de manière appropriée au niveau de risque et identifier et atténuer de manière efficace les risques. En outre, vous allez constater que euh, ces orientations, eh bien, se penchent sur ce qui va atténuer les risques LBCFT, notamment, ce serait effectivement l'option la plus appropriée que de passer par ces orientations. On passe ensuite par la prochaine planche. Alors, s'agissant maintenant de la révision des notes interprétatives R, INR. Alors, la révision comporte effectivement des précisions à l'intention des instances de surveillance. D'abord, les autorités de surveillance doivent s'assurer que les institutions financières ainsi que les entreprises et professionnels financières désignés, DNFBP en anglais, mettent en œuvre leurs obligations de manière proportionnelle ainsi que les examens des mesures d'atténuation des risques qu'elles prennent. Parce que les objectifs sont d'aligner de manière plus étroite les exigences imposées aux autorités de surveillance sur le concept de proportionnalité ainsi que les exigences existantes, mais aussi d'éviter un excès de conformité overcompliance pouvant résulter d'une incompréhension incomplète des risques. Donc, le rôle de ces autorités de contrôle, de surveillance, c'est de tenir compte du concept de proportionnalité ainsi que des mesures d'atténuation des risques prises par les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, les fameux donc des NFBP. Donc, au final, les entités réglementées devraient se sentir plus à l'aise lorsqu'elles appliquent des mesures proportionnelles sans craindre un contrôle excessif. On passe à la planche suivante. Alors, deuxième principal objectif, c'est la promotion de l'adoption de mesures simplifiées lorsque les risques sont moins accrus, moins exacerbés. Donc, il s'agit effectivement de remplacer effectivement le libellé. On va remplacer les pays peuvent décider d'autoriser les mesures similaires par les pays devraient autoriser et encourager les mesures simplifiées. Should, may et should. L'objectif étant d'apporter davantage de clarté et de mettre davantage l'accent sur les obligations des pays afin de permettre la mise en place de mesures simplifiées dans des scénarios à faible risque, mais aussi d'encourager la prise de mesures proactives afin d'assurer la mise en œuvre de ces mesures. Alors, encourager comment? Ça peut se faire par le truchement d'orientation ou encore d'autres formes d'engagement, ceci afin de mieux comprendre, mieux cerner les circonstances dans lesquelles ces mesures simplifiées peuvent être appropriées et quelle est la forme qu'elles pourraient prendre. Cela comprend, mais c'est beaucoup plus large que les mesures simplifiées de vigilance relative à la clientèle. Par exemple, simplification de la nature ou l'intensité de la surveillance exercée par les autorités de surveillance, ou encore simplification des obligations d'enregistrement et d'agrément, par exemple. Concernant le critère sur les institutions financières, il s'agit d'une révision de la note interprétative. La phrase qui parle d'évaluation des risques et évaluer l'étendue des mesures est remplacée par évaluer les risques. Les institutions financières et les MSPP devraient envisager de modifier la nature des mesures selon la nature des risques. L'idée est d'imposer une exigence sur les entités de supervision en adaptant leurs mesures au niveau de risque identifié. Cela met en accent le besoin d'évaluer les risques de façon active et d'adapter les mesures en fonction de ces évaluations. C'est une reconnaissance de flexibilité dans l'approche. Prochain slide, s'il vous plaît.
Les amendements textuels visent à donner plus de clarté et de flexibilité concernant l'application des mesures simplifiées et les exonérations. Donc, la modification est ainsi, les pays pourraient décider d'exonérer par rapport à certaines exigences s'il y a un niveau de risque faible de LBC-FT dans certaines circonstances. Donc, il y a une limitation plutôt qu'une limitation stricte comme précédemment et nous parlons de faible risque évalué plutôt que prouvé comme par le passé. L'avantage de cela est que cela s'aligne mieux avec le principe de proportionnalité et garantit l'applicabilité euh, des lois comportant des exonérations n'est pas trop restrictive. Concernant les domaines de risque plus faibles identifiés par les entités réglementées, le mot en ligne avec les évaluations pays sont remplacés par les mots eu égard aux évaluations de pays. Ceci vise à éviter le malentendu que les domaines de risque plus faibles identifiés par les entités réglementées doivent être identiques aux risques identifiés par le pays. Ce n'est pas automatiquement le cas. Prochain slide, s'il vous plaît. Pendant les échanges, il est devenu clair que les amendements proposés à la recommandation 1 étaient à prendre en compte dans d'autres notes interprétatives, notamment les notes 10 et 15. Pour la note 10, la révision concerne les relations commerciales non face à face qui étaient évaluées comme étant potentiellement à risque plus élevé. Maintenant, nous les considérons à risque plus élevé uniquement quand des mesures appropriées d'atténuation de risque n'ont pas été mises en œuvre. L'objectif est de reconnaître que les interactions qui ne sont pas en direct, face à face, sont devenues standards et très fréquents dans beaucoup de pays. Bon, les risques existent potentiellement, mais ne sont pas inévitables. Il était important d'aligner le libellé avec le guide 2020 du GAFI sur l'identité numérique, qui précisait que dans le cas des transactions à distance et d'identification de clients sont fondées sur des systèmes fiables d'identification numérique et sont accompagnées par des mesures d'atténuation de risque appropriées, ces relations peuvent présenter un niveau de risque habituel ou même inférieur à d'autres transactions. Prochain slide, s'il vous plaît. Suite à l'adoption des amendements, il fallait réviser la méthodologie pour les évaluations mutuelles pour garantir la cohérence. Ceci a été fait en juin 2025. Les révisions ont été apportées aux résultats immédiats 1, 3, 4 et 11 pour tenir compte des modifications aux recommandations et pour aligner le libellé le plus possible. Ces changements ne sont pas sont maintenant appliqués à toutes les évaluations mutuelles avec des questionnaires qui sont soumis après l'adoption de la méthodologie révisée en juin 2025. Les évaluateurs regardent comment des pays et le secteur privé identifient les domaines de risque inférieurs ou plus faibles, regardent comment les politiques euh, publiques et les superviseurs encouragent des mesures simplifiées et proposent des orientations au secteur privé et des exonérations proposées et regardent comment le secteur privé différencie les mesures, y compris les mesures simplifiées. Enfin, si cela ne se produit pas, les évaluateurs peuvent adopter certains arguments. Prochain slide, s'il vous plaît. Eh bien, les révisions de méthodologie sont un élément essentiel dans le processus, mais à la clé est la mise en œuvre efficace et effective. C'est pour cela que nous avons actualisé le guide de l'OCDE sur les mesures LBCFT et l'inclusion financière. L'objectif de cette nouvelle version du guide est bien évidemment de refléter et de clarifier la révision standard, d'actualiser le concept et les
la nature de l'inclusion financière et aussi de proposer des principes directeurs additionnels par rapport à la mise en œuvre de l'approche fondée sur le risque. Comme vous le savez, l'objectif est d'encourager les pays à promouvoir l'inclusion financière et d'adopter une approche proportionnée fondée sur les risques dans la mise en œuvre des normes LBC-FT. Ce n'est pas contraignant et c'est quelque chose qui met en exergue le besoin de mieux informer les pays et les entités réglementées de la dimension de l'inclusion financière du cadre LBC-FT. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, je vais vous donner quelques messages clés. Tout d'abord, l'inclusion financière et les mesures de LBC-FT sont complémentaires en tant qu'objectif, vu qu'une mauvaise application des normes du GAFI peut contribuer à l'exclusion financière. Deuxièmement, le concept d'inclusion financière s'est élargi de l'accès aux produits et services financiers réglementés pour couvrir également l'utilisation et la qualité appropriée. Le troisième message est que l'application d'une approche axée sur les risques ne veut pas simplement dire des mesures accentuées ou améliorées quand les risques sont plus élevés. Il faut aussi porter plus d'attention à des mesures simplifiées dans des situations à risque plus faible. Quatrième considération, la surconformité n'est pas conforme aux normes du GAFI. En fait, couvrir plus de personnes par le secteur financier est essentiel à la lutte contre la criminalité financière. Je m'arrête là et je rends la parole à Takaide. Excusez-moi si j'ai pris un peu trop de temps. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, de nous avoir donné un bon aperçu global de la norme euh, révisée et le guide actualisé. Comme vous l'avez montré, notamment dans votre dernier slide, je voudrais réitérer que l'approche fondée sur les risques et la proportionnalité sont deux des concepts clés des normes du GAFI et que la surconformité n'est pas quelque chose que le GAFI souhaite ni pour le secteur public ni pour le secteur privé. Si certains d'entre vous n'avaient pas lu le guide mis à jour sur l'inclusion financière du GAFI, je vous encourage euh, vraiment à le faire parce que ce guide actualisé comporte des conseils excellents à l'intention des gouvernements et au secteur privé sur la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques, notamment comment appliquer les mesures simplifiées dans des cas à risque inférieur. Donc, merci beaucoup, Catherine. Maintenant, examinons les implications des nouvelles normes du GAFI et la manière dont les secteurs publics et privés peuvent les mettre en œuvre pour atteindre le résultat escompté, à savoir que les autorités et les entités obligées euh, doivent examiner les risques plus élevés et les risques plus faibles et appliquer des mesures proportionnées, y compris des mesures simplifiées lorsque les risques sont plus faibles. Nous pouvons ainsi consacrer du temps et des ressources à la gestion des risques plus élevés et à la réduction des charges et des coûts là où les risques sont plus faibles. Je voudrais donc poser une question à Robin. Du point de vue des banques centrales qui investissent dans l'inclusion financière, quelles sont les difficultés rencontrées par vos pays membres pour trouver le juste équilibre entre faire progresser l'inclusion financière et garantir le respect des obligations en matière de LBC-FT? En quoi les récentes révisions des normes contribuent-elles à relever ces défis? Robin, je vous donne la parole. Eh bien, merci beaucoup, Takaide. C'est un grand plaisir d'être ici pour le webinaire d'aujourd'hui. Je représente l'Alliance pour l'inclusion financière, AFI. Comme vous le voyez sur mon premier slide, le AFI est un réseau mondial des régulateurs pour plus de 45 économies émergentes et en développement. Nos membres sont des banques et des autorités financières responsables de la sûreté et de la robustesse de leur système financier, mais qui partagent également un engagement en faveur de l'inclusion financière, pas simplement comme objectif de l'action publique, mais comme droit humain fondamental et catalyseur pour le développement économique inclusif également.
L'AFI travaille de très près donc avec les régulateurs financiers, les ERTG, y compris le GAFI, pour s'assurer que les mesures d'intégrité et de stabilité sont les plus proportionnées et inclusives possibles. Alors, je passe à mon slide suivant pour clarifier quelques termes clés. Tout d'abord, l'inclusion financière dans le réseau AFI vise non seulement à permettre l'accès à un compte en banque, mais à garantir une utilisation effective et efficace d'un éventail de produits financiers effectifs et abordables. Alors, ce qu'a mentionné Catherine a été intégré également à la dernière version du guide du GAFI publié en juin. C'est important parce que cela euh, conceptualise l'inclusion financière comme étant quelque chose qui n'est pas simplement le propre de pays émergents, mais également des économies avancées. Alors, il s'agit de sauvegarder le système financier, de le protéger contre des abus. Et dans le contexte du GAFI, bien évidemment, nous mettons l'accent sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération. Donc, l'intégrité financière et l'inclusivité ont été perçus comme étant des concepts à part, mais nous parlons au sein de l'AFI de l'intégrité financière inclusive. Donc, concevoir l'inclusion financière et les mesures LBC-FT de façon à bien aligner les objectifs en matière d'inclusion financière et d'intégrité pour que ces concepts se renforcent mutuellement. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable, mais ne se fera pas tout seul. Il faudrait une conception intentionnelle et une coordination entre les parties prenantes pour protéger le système financier et bien couvrir tout le monde. Alors, sur ce slide, nous voyons que le GAFI, à son grand crédit, a reconnu explicitement la complémentarité de l'inclusion financière et de la LBC-FCP dans ses normes et ses orientations. Ceci permet aux institutions financières d'appliquer le devoir de diligence là où il y a des risques plus faibles, mais d'alléger aussi les mesures quand il s'agit de petits comptes et autres à des fins d'inclusion financière. Mais euh, ce qu'a découvert l'audit du GAFI de ses propres normes, c'est qu'il y a un décalage entre l'application des règles. Les pays avancés utilisent plus les mesures de devoir de diligence que les économies émergentes et en développement. Donc, les juridictions où l'exclusion financière est la plus marquée ont moins utilisé la flexibilité associée à l'approche axée sur les risques jusqu'ici. Donc, des barrières de documentation, des exclusions dans certaines juridictions de ces clients qui sont à risque plus faible, en fait, mais qui n'ont pas les moyens formels de s'identifier et qui représentent des segments désavantagés de la population. Cela peut inclure des personnes en situation de handicap aussi. Donc, pourquoi est-ce que l'approche axée sur les risques n'a pas pleinement satisfait à l'impératif d'inclusion financière jusqu'ici? Eh bien, nous constatons que l'approche axée sur les risques a été très utile. Cela a permis au pays de mettre en œuvre des mesures simplifiées de devoir de diligence dans les scénarios à risque plus faible, mais c'était facultatif et non obligatoire. Donc, chaque pays, chaque institution financière pouvait choisir si oui ou non utiliser ces mesures simplifiées de devoir de diligence. Ce qui s'est passé souvent dans la pratique, c'est que sans des incitations fortes ou une bonne orientation, beaucoup de juridictions et d'institutions financières avaient tendance à utiliser par défaut des approches plus strictes. Alors peut-être que l'enseignement clé qu'on peut retenir, c'est-à-dire intégrer cette approche adossée au risque dans les normes, ce n'est pas nécessairement un dispositif qui suffit pour façonner les comportements. C'est vraiment quelque chose qui constitue la base, mais ça ne suffit pas. Et je pense que justement, c'est une bonne approche pour passer maintenant aux modifications de 2025 dont a parlé Catherine. Donc, je vous fais grâce de tout cela. Mais tout simplement, j'aimerais insister sur certaines possibilités, des opportunités offertes par ces changements. Alors,
Tout d'abord, maintenant, nous avons un libellé explicite, c'est-à-dire, que les pays ne vont pas, autoriser, mais en fait, vont encourager de manière active le recours à ces mesures simplifiées. C'est important. Pourquoi? Parce que cela conforme aux prestataires et aux instances de réglementation un mandat clair, c'est-à-dire de s'appuyer sur le devoir de vigilance, de simplifier l'intégration, le onboarding et surtout pour les scénarios d'exonération ou faible risque, sans leur donner l'impression non plus qu'ils poussent, un petit peu trop. Ensuite, ces orientations, eh bien, ça travaille aussi sur, les questions d'exclusion. Exclusion, par conséquent, ne devrait pas être traitée comme étant une question sociale distincte, mais plutôt ça doit être analysé dans le contexte des évaluations risques et les instances de surveillance devraient aussi voir si des obstacles réglementaires ont peut-être pas aussi des conséquences inattendues et qui font qu'on se retrouve avec un plus grand nombre de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. Donc ces modifications, ceci afin donc de changer les comportements, la question donc de surréglementation, le dérisking et le dérisking, général va à l'encontre de cette approche RBERA, approche donc d'adossée au risque. Comportement zéro tolérance et encourager plutôt, si vous voulez, des mesures, proportionnelles. Quatrièmement, l'orientation mise à jour, comme l'a dit Catherine, encourager le recours, aux dispositifs numériques, intégration numérique, identité, vérification d'identité au niveau, numérique. C'est devenu en fait la règle maintenant et pour autant, ça ne veut pas pour autant créer plus que de risques ou des risques élevés. Plutôt, on utilise effectivement désormais, on s'est adossé aux systèmes, numériques qui sont robustes en matière donc d'identité. Alors ça, c'est certains éléments clés. Mais le véritable impact, ça va dépendre un petit peu de la prochaine étape, mise en œuvre. Quelques pistes de recommandations. Tout d'abord, il est manifeste qu'il nous faut effectivement suivre ces modifications au niveau des normes et des orientations en travaillant, si vous voulez, les capacités dans l'aval, toutes sortes de pratiques et aussi d'autres pratiques. Cela peut supposer des orientations de surveillance ainsi que euh, formation ou encore tout simplement expliquer comment on peut incarner ce genre de choses. L'orientation insiste beaucoup sur les contextes à faible risque et mesures simplifiées, mais il existe aussi des scénarios où effectivement l'inclusion s'impose aussi dans des scénarios pas à risque. Réfugiés, migrants, par exemple, qui effectivement sortent de zones à conflit, c'est peut-être pas effectivement des personnes à risque. Et dans ce genre de cas de figure, cependant, pour autant, il nous faut avoir des cadres proportionnés et adaptés à ce genre de risque qui est propre à ce genre de cas de figure. Enfin, les modifications, je pense, impulsent un petit peu la dimension intégration de l'inclusion et ce, au sein des travaux du GAFI de manière générale. Le défi, ça sera vraiment de faire passer l'inclusion financière, non pas comme un projet ponctuel, un projet extraordinaire, mais aussi que ce soit quelque chose qui devienne un fil rouge, que ce soit vraiment intégré dans l'intégralité des travaux. Et dernière planche, Catherine, pour sa part, a déjà parlé des orientations inclusion financière publiées en juin, mais pour ma part, j'aimerais dire ceci. Ceci est adossé à toutes sortes d'études de cas de par la planète avec à la clé, effectivement, des cas de figure bien, clairs de cas de LBCFT, des mesures prises à ce niveau-là qui ont pu faire avancer les choses. Quelques exemples: l'Égypte a pu, mettre en œuvre un régime de SDD, c'est-à-dire de vigilance simplifiée, qui favorise l'accès aux jeunes, travailleurs informels, mais aussi les femmes. Ensuite, en El Salvador, là, la banque centrale a adopté l'approche RBA, adossée au risque au sein de sa loi et ceci, a fait suite aussi à un travail sur les comptes d'épargne simplifiés via des canaux ou agents numériques. Et enfin, Fidji, là, les autorités ont proposé la vérification d'identité alternative, et ce pour les clients à faible risque afin d'élargir l'accès.
Donc, des chefs communautaires pouvaient vérifier l'identité, confirmer l'identité de certaines personnes issues de ces communautés, par exemple. Et ceci a permis à ce qu'on élargisse l'accès au système financier de manière assez simple. Voilà quelques exemples qui illustrent bien ce principe de proportionnalité dans la pratique. Alors, pour conclure mon exposé, j'aimerais tout simplement, féliciter le GAFI pour ses réformes. Je pense que cela nous a permis de faire un grand bond en avant. Surtout, ça enrichit, renforce les normes et il s'agit là, de dispositifs qui vont accroître les considérations qui concernent l'intégrité financière et le véritable défi, ce sera au niveau de la véritable mise en œuvre qui va se faire. Ça veut dire qu'il faudra vraiment que toutes et tous, on se serre les coudes, tous les intervenants et intervenantes dans ces domaines-là. Je vous remercie de votre écoute. Takaye. Eh bien, merci à vous, Robin. Merci donc d'avoir partagé avec nous le concept d'intégrité financière inclusive, ainsi que les implications tenant et aboutissant de ces révisions des normes. Et j'aimerais moi aussi rebondir sur ce que vous avez dit, surtout s'agissant de ce besoin, c'est-à-dire de renforcer les capacités tant pour les instances de supervision que pour les entités qui font l'objet de réglementation. Ceci afin de vraiment pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire qu'ils soient raccord avec cette révision des normes. Donc, un grand merci à vous de nous avoir fait part de ces éclairages les plus riches et nourris. Un grand merci à vous. Alors, maintenant, j'aimerais donner la parole à Floor. Alors, j'ai cru comprendre que le Mexique, pour sa part, a beaucoup fait afin de soutenir justement l'inclusion financière. Et du point de vue donc de nos autorités de surveillance, pouvez-vous nous faire part de l'expérience mexicaine en matière de réforme de réglementation et d'orientation, ceci afin de simplifier les mesures, tout en permettant une approche à plusieurs niveaux de l'application du devoir de vigilance à l'égard des consommateurs. Flore, à vous. Bon. Bonjour, bon matin, après-midi ou soir. C'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire du GAFI sur l'inclusion financière. Et dans le cadre donc de ce panel d'éminents experts, secrétaires, etc. Pour ma part, je vais vous parler de l'inclusion financière et de la supervision de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Prochaine planche. Bon, alors, facteurs contextuels, dans cette situation, il est important de dire que au Mexique, eh bien, le Mexique est un pays où le système financier dessert près de 5000 entités réglementées, y compris des banques, entreprises de technologie financière, les fintech et d'autres intermédiaires. Ça veut dire que vous avez là aussi des sociétés de transfert de fonds, ce qui fixe le nombre l'univers de surveillance de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières du Mexique, CNBV. Alors, l'un des mandats fondamentaux de cette commission des valeurs est clair. Protéger le système financier tout en permettant une inclusion financière sûre et durable, et ce, grâce à une approche véritablement fondée sur les risques du GAFI. Donc, l'inclusion financière, pour nous, ce n'est pas un objectif secondaire, loin de là. C'est un pilier fondamental d'un système efficace de LBC-FT. C'est une solution tout bénéfice, Madame la Présidente, comme l'a dit à de nombreuses reprises Madame la Présidente du GAFI, Elisa de Anda. Plus les gens utilisent des services financiers formels et supervisés, moins il y a de place pour l'exploitation par les réseaux criminels. Des contrôles excessivement rigides en matière de LBCFT peuvent avoir des conséquences non intentionnées, involontaires, comme pousser les groupes vulnérables, tels que les migrants, les réfugiés ou encore les populations à faible revenu, vers des canaux informels, ce qui réduit la transparence et le contrôle des éventuels flux illicites. Alors, en fait, les modifications apportées en 2025 par le GAFI sur recommandations 1 et 10 reconnaissent cette réalité en encourageant une diligence raisonnable simplifiée lorsque les risques sont manifestement faibles. Le Mexique est tout à fait raccord par rapport à cette évolution. Prochaine planche. Bon. Le Mexique a mis en place une architecture politique à plusieurs niveaux qui encourage l'inclusion finance par le biais de mesures LBCFT. Ces mesures ont pris en compte les prochaines réglementations nationales. La politique nationale d'inclusion financière, à commencer par ça, qui est mise à jour tous les 6 ans et qui oriente les stratégies nationales, et ce de manière générale, globale. Deuxièmement, l'évaluation nationale des risques en matière de LBCFT 2023, qui identifie des facteurs de risque spécifiques liés à l'inclusion financière.
telles que, par exemple, voies d'immigration ou trajectoires d'immigration ou encore des zones à forte intensité de cash d'espèces. Ensuite, nous avons des lois financières sectorielles. Eh bien, là, on fixe les obligations de référence en matière de LBCFT et ce dans l'ensemble du système financier. Et quatrième volet, dispositions générales en matière de LBCFT qui adopte un système d'identification à plusieurs niveaux fondé sur la reconnaissance du client ainsi que la connaissance du client, ce qu'on appelle le KYC-DDC, qui permet aux clients à faible risque d'accéder à des services financiers dans le cadre d'exigences simplifiées. Cette architecture fait de la propriété non pas une exception, mais une caractéristique structurelle du modèle de surveillance. Alors, afin de soutenir les entités supervisées et de concrétiser la vision du GAFI, eh bien, les autorités de surveillance mexicaines ont élaboré un guide complet de mesures d'identification simplifiées qui, en fait, prend en compte les compte de niveau au niveau de hiérarchie, c'est-à-dire appliqué à certaines entités supervisées comme les entreprises de technologie financière fintech et les sociétés de transfert d'argent, ce qu'on appelle les money transmitters, qui considèrent le Mexique comme des promoteurs d'inclusion financière. Ces orientations, eh bien, définissent des attentes des autorités de surveillance en matière d'application de la connaissance du client, et ce à plusieurs niveaux en fonction des niveaux de risque et des limites des transactions. Alors, ça veut dire qu'on encourage, alors, on veut ce que les institutions intègrent les mesures simplifiées dans la méthodologie interne fondée sur le risque. On encourage l'innovation en moyen des garde-fous clairs, ce qui permet aux fintech et d'autres institutions d'élargir l'accès en toute sécurité. Ces orientations reflètent les modifications apportées par la GAFI et montrent comment la proportionnalité peut être mise en œuvre sans affaiblir les mesures de protection contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, nous avons effectivement une success story, donc une belle histoire. Et là, l'un des exemples les plus éloquents de la promotion de l'inclusion financière au Mexique, eh bien, grâce à des mesures de diligence raisonnable de simplifier, est ce qu'on appelle le Compropago. C'est quoi? C'est une fintech à croissance rapide supervisée justement par la CNVP, BV, la euh, commission. L'institution a appliqué les niveaux 1, 2 et 3 d'identification, exactement comme l'exigent les dispositions générales. Ce qui démontre que les mesures simplifiées peuvent être déployées à grande échelle de manière responsable. Tout simplement, la CNBV a réalisé des inspections à licence, des examens thématiques et des lettres d'orientation pour vérifier la bonne application de la connaissance du client à plusieurs niveaux. Et en moins de 2 ans, eh bien, on a pu atteindre 12,5 millions de clients, dont beaucoup sont des primo-utilisateurs de services financiers informels, formels. Pardon. Si l'on considère que le Mexique compte près de 130 000 millions 130 millions d'habitants. Cela signifie que Comprapago fournit des services financiers à, en gros, 9,5 de la population mexicaine. Cette affaire montre clairement que la croissance, l'innovation et la conformité aux règles de LBCFT ne sont pas des objectifs contradictoires lorsqu'on approche fondée sur les risques appliqués de manière cohérente. L'approche du Mexique produit des effets positifs mesurables tels que des millions de nouveaux clients, en particulier des migrants, des personnes à faible revenu et des populations rurales. Il les permet d'accéder au secteur formel en toute sécurité. La réduction des incitations aux transparences informelles, un renforcement de la transparence financière, une meilleure gestion institutionnelle des risques et une culture de la collaboration entre les autorités de surveillance et le secteur afin d'encourager le recours à des mesures simplifiées de CDD. Alors, la supervision fondée sur les données garantit que les mesures simplifiées font l'objet d'un suivi et ne sont pas utilisées à mauvais escient. Notre philosophie est simple, construire des ponts et pas des barrières. Donc, nous avons des défis en cours et je voudrais aussi faire quelques remarques de clôture. Donc, certains défis subsistent. Veiller à ce que les institutions assurent un suivi rigoureux des comptes simplifiés, renforcer la qualité des données provenant des entités, des entreprises de technologie financière et des nouvelles entités, renforcer les capacités de supervision pour superviser l'intégration rapide des modèles numériques. Donc, il s'agit de défis mondiaux et la coopération internationale par le partage d'expériences, en particulier au sein du réseau mondial du GAFI,
reste essentielle. L'inclusion financière et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas des priorités concurrentes. Elles se renforcent mutuellement. L'expérience du Mexique montre qu'une supervision proportionnée et fondée sur les risques élargit l'accès, protège l'intégrité et favorise l'innovation. Les modifications apportées par le GAFI en 2025 offrent à tous les pays une occasion historique de progresser dans la réalisation des objectifs d'inclusion financière sans compromettre la sécurité et l'intégrité du système financier. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Flore, pour cette présentation du Mexique en associant une risque axée sur euh, une approche fondée sur les risques en matière de LBC-FT avec les politiques nationales et les orientations de l'autorité de surveillance et aussi l'expérience de Comparo. Maintenant, une question pour Hélène. L'association bancaire néerlandaise pour parler du secteur privé également, a une longue expérience de l'analyse de scénarios présentant à la fois des risques élevés et des risques faibles. Comment les orientations et les boîtes à outils des organisations professionnelles peuvent-elles aider les institutions financières à mettre en pratique une approche fondée sur les risques? Comment les autorités de surveillance et les organisations professionnelles peuvent-elles décourager la surconformité et la surréglementation? Oui, merci beaucoup, Takia Ide. C'est un plaisir d'être ici euh, dans ce webinaire avec tant de professionnels distingués de ce domaine. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est tout à fait en ligne avec le parcours néerlandais vers une mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques qui contribue à l'inclusion financière. Au fil des dernières années, nous avons entrepris de multiples actions aux Pays-Bas pour améliorer la mise en œuvre de l'approche fondée sur les risques. Je voudrais parler notamment de trois initiatives collaboratives que nous avons entreprises avec des banques, l'organe de supervision et d'autres partenaires. Tout d'abord, la création d'approches sectorielles fondées sur les risques. Les premières publications sont sorties en 2023. Ensuite, notre évaluation des menaces de la criminalité financière que nous avons réalisée pour les banques, euh, en association également avec des partenaires publics. Nous l'avons fait pour la première fois en 2024. Et dernièrement, l'étude de cette année menée par la Banque centrale sur l'application de l'approche fondée sur les risques pour des groupes spécifiques de clients. Donc, si je peux passer au slide suivant, je vais parler un peu plus des initiatives fondées sur le secteur. Alors, quels ont été les facteurs clés de succès pour ces initiatives fondées sur les secteurs et sur l'industrie? Eh bien, ce sont les dialogues avec les banques, les représentants des entreprises et autres acteurs présents dans la salle. Nous l'avons fait après la publication du rapport de la reprise vers l'équilibre. Alors, nous avons travaillé avec notre ministère des Finances, le secteur des EP-NFT et des banques aussi pour parler du devoir de diligence raisonnable au sujet des clients. Alors, nous voudrions inclure dans les références des descriptions plus détaillées de ce que c'est qu'une réduction ou des facteurs qui réduisent les risques et ceux qui augmentent les risques. Donc, une prévisibilité accrue, euh, des informations qui pourraient être mises à disposition pour ce genre d'évaluation. Dans le cadre de ces échanges et de ces publications, nous avons aligné l'approche fondée sur les risques et pour les institutions et pour la supervision. Certaines des publications que nous avons préparées concernent les données des clients, le devoir de diligence raisonnable continue et dernièrement aussi sur d'autres aspects de la question. Alors, nous travaillons aussi avec des organisations à but euh, non lucratif. Aussi, nous avons travaillé dernièrement pour le secteur de l'automobile. Hein, Tous tous ces efforts montrent que l'approche fondée sur le risque est à appliquer plus là où cela s'avère nécessaire et moins là où cela s'avère possible. Je voudrais passer au deuxième sujet maintenant parce que nous avons appliqué ce même modèle dans un autre contexte, à savoir
l'évaluation des menaces de criminalité financière, qui vise également à atteindre la mise en place des contrôles ciblés fondés sur le risque et fondés sur les vrais risques, les risques réels. Nous considérons que les collaborations et les partenariats sont essentiels pour atteindre cela aux Pays-Bas dans notre écosystème pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Beaucoup de parties ont une grande expertise, une grande expérience. Et donc, nous avons mis en place des projets avec des partenaires publics et privés. Ceci a conduit à la mise en place de cette évaluation conjointe de la menace de la criminalité financière aux Pays-Bas. Nous avons aussi inclus une édition pour les banques, ce qui intègre également ce que les banques peuvent identifier et détecter. Donc, c'est une publication dans ce cas-là qui est plus spécifique et plus détaillée que l'évaluation de risque sur le plan national. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui figure dans le slide, mais les éléments essentiels sont que l'évaluation de la menace de la criminalité financière se situe au centre de tout cela, parce que c'est le moteur de nos activités. Puisque le monde du moment est très dynamique, la conjoncture évolue constamment, nous préparons une nouvelle édition. Nous avons commencé ce processus début novembre. Alors maintenant, je vais donc vous parler un peu plus de deux éléments additionnels importants que nous avons ajoutés pour l'édition 2026. Nous continuons de rassembler de nombreux experts de cet écosystème, les banques, les superviseurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de la protection des données privées, les organes de tutelle, notre ministère des Finances et notre ministère de la Justice et de la Sécurité qui sont là en tant qu'observateurs. Cette fois-ci, l'approche est axée encore plus sur les données pour identifier et des domaines à moindre valeur et des domaines à risque très élevé pour trouver une évaluation des risques de criminalité financière qui est équilibrée. Après les session en profondeur, après une révision complète du paysage de menaces et de risques, nous allons mener un exercice de priorisation avec tous les acteurs du groupe. Et dans cet exercice de priorisation, il ne s'agit pas simplement, encore une fois, de se concentrer sur les domaines à haut risque ou à risque élevé. Il faut aussi regarder les domaines où les risques sont faibles, où la valeur de l'intervention est beaucoup moindre. Ainsi, les banques peuvent utiliser ces renseignements pour cibler leur contrôle de données suivant la priorisation établie. Ceci, encore une fois, vient renforcer l'idée de faire plus là où cela s'avère nécessaire et moins là où cela s'avère possible. Alors, je passe au slide suivant. Je vais parler des lignes de référence pour le secteur. Alors, le troisième sujet, et je ne vais pas donner un slide plus détaillé là-dessus, mais en fait, cette troisième dimension est importante. Euh, Notre étude de surveillance réalisée par la Banque centrale néerlandaise auprès des banques néerlandaises pour voir dans quelle mesure les contrôles et les mesures de LBC-FT sont adaptés aux différents groupes de clients, donc des groupes spécifiques de clients. Donc, le rapport va sortir plus tard ce mois-ci, mais je voudrais aussi partager avant cela le point de vue des banques sur l'utilité de cette étude. Donc, nous visons à étudier comment les banques différencient leurs contrôles et leurs mesures LBC-FT pour 4 groupes spécifiques de clients couverts par l'étude. Donc, nous constatons que les banques rencontrent des difficultés et certains obstacles peuvent empêcher une application proportionnée des mesures et des contrôles, mais nous n'avons pas identifié des effets disproportionnés sur ces groupes. En général, ces groupes de clients sont identifiés comme présentant un risque faible, mais nous constatons des différences entre banques et parfois il y a moins de différenciation chez certaines banques à travers ces différentes catégories de risques. Nous avons observé des facteurs qui ont une influence sur l'application proportionnée de l'approche. En identifiant cela, nous avons observé des opportunités pour encore des améliorations à cause de la dynamique des retours d'expérience, la dynamique que nous constatons
par rapport à la publication des indicateurs de risque et aussi à cause des détails et ou des compétences et des expertises concernant certaines catégories de clients. Encore une fois, cela ressort qu'il faut combiner une approche de la mise en œuvre axée sur les risques à une supervision également axée sur les risques. Et donc, il faut en tenir compte aussi. J'espère que cela vous donne un aperçu de notre parcours. Et il y a plus à présenter au fur et à mesure. Nous continuons de collaborer sur ces initiatives avec un dialogue ouvert et interactif. Je vous rends la parole, Takaïde. Eh bien, merci beaucoup, Hélène. En effet, offrir des exemples concrets de mesures proportionnées et faciliter une compréhension commune des risques sont très utiles pour encourager l'adoption d'une approche de la LBC-FT fondée sur les risques. Grâce aux exposés de nos éminents intervenants, nous avons maintenant une compréhension plus approfondie de l'inclusion et de l'intégrité financière en tant qu'objectifs stratégiques et politiques complémentaires ainsi que des récentes révisions des normes et de la méthodologie du GAFI et leurs implications sur l'inclusion financière. Nous avons également pris connaissance de l'expérience des différents pays dans la mise en œuvre d'une approche de la LBCFT fondée sur le risque en vue de promouvoir l'inclusion financière. Concentrons-nous maintenant sur les principales difficultés rencontrées par les autorités de surveillance et les entités réglementées pour promouvoir l'inclusion financière au moyen d'une approche fondée sur les risques et sur le soutien supplémentaire qui serait nécessaire. Avant de continuer avec le débat suivant, je voudrais demander au secrétariat de mettre en avant les résultats de l'enquête. Je rends la parole au secrétariat. Eh bien, merci beaucoup, Takaïde. Avant le webinaire, des participants ont été invités à participer à une enquête à travers le lien d'enregistrement concernant leur expérience pour identifier des scénarios à risque plus faible et aussi par rapport à l'application des mesures ou des exemplifiés simplifiés, ainsi que sur les obstacles qu'ils ont rencontrés dans la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques. Nous avons reçu à peu près 200 réponses, à peu près 150 du secteur privé et ces résultats nous donnent un aperçu très utile sur cette question. En même temps, nous savons que la taille de l'échantillon ainsi que la représentativité sectorielle et géographique de l'enquête reste limitée. Donc, les résultats sont utiles, mais peuvent ne pas être pleinement représentatifs de toutes les parties prenantes et points de vue. Mais sur la base des résultats reçus, aux alentours de 70% du secteur privé qui a répondu euh, indique avoir identifié des domaines présentant des risques plus faibles dans leur évaluation des risques et près de 60% de ces répondants disent avoir appliqué des mesures simplifiées ou des exemptions. Mais à peu près un tiers des répondants ont indiqué ne pas avoir appliqué des mesures simplifiées ni des exemptions. Donc, il y a un décalage par rapport à l'identification des scénarios à risque plus faible et l'application des mesures simplifiées par rapport à ces scénarios. Quels sont les défis, donc, identifiés par les répondants dans la mise en œuvre du... Les trois principaux obstacles à la mise en œuvre des mesures simplifiées recensées par les répondants sont les ressources limitées pour différencier les mesures, crainte de sanctions de la part des instances de surveillance et l'absence d'orientation claire. Parce qu'il faut. Alors, ce qui serait le plus utile, leur serait leur plus utile pour justement appuyer la mise en œuvre de cette approche, eh bien, les répondants estimaient que pour ce qui que ce serait utile que les orientations précisent les attentes et notamment des exemples clairs par rapport à des exemptions, ce serait utile et d'autres domaines qui seraient réputés intéressants, c'est les solutions technologiques et ainsi que d'autres orientations des autorités de surveillance pour identifier ces scénarios à faible risque. Et nous aimerions remercier l'ensemble des participants qui ont pris part à cette enquête et qui nous ont fourni des résultats les plus utiles et qui, effectivement, peuvent
alimenter ce webinaire. Et je vais maintenant donner la parole à nouveau à Tahité et les intervenants pour poursuivre ce webinaire. Eh bien, merci effectivement à vous pour cette présentation. Alors maintenant, les 3 principaux obstacles identifiés par le répondant, ressources limitées, crainte des sanctions et manque donc d'orientation claire. Pour ma part, j'aimerais poursuivre ce débat sur ces domaines-là. Pour ce qui est de l'application des mesures proportionnées ces mesures ALM-CFT. Alors, à vous, Robin. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées par les membres de l'AFI? Y a-t-il des difficultés particulières auxquelles sont confrontés les pays les moins développés, notamment? Avez-vous des éclairages quant à ces obstacles aux difficultés pour ce qui est de la mise en œuvre de ces mesures proportionnées? Robin. Merci à vous, Takili, merci de votre question. Alors, les difficultés, effectivement, varient d'une juridiction à l'autre. Ça, c'est clairement ressorti dans cette enquête. Pour autant, j'aimerais insister sur 3 aspects qui ressortent un petit peu comme un fil rouge. Première chose, c'est la question de capacité, les lacunes au niveau des données, surtout pour ce qui est de l'évaluation risque et la mise en œuvre efficace. Eh bien, là aussi, c'est important. Il faut le socle robuste et évaluation de risque qui est au cœur de ce dispositif, c'est appuie sur ce genre de données solides. S'il n'y a pas de bonnes données sur les risques ou susceptibles de doute, ce sera difficile d'appliquer des mesures simplifiées pour certains segments à tout le moins. Donc, renforcer la capacité, ceci pour avoir une évaluation de risque robuste et inclusive. Deuxième aspect sur lequel je souhaite insister, c'est une préoccupation en fait de longue date quant à la manière dont les évaluateurs des évaluations mutuelles de GAFI vont aborder ces mesures simplifiées. Parfois, cela se traduit par des approches trop prudentes et s'applique à une surréglementation. Ça veut dire qu'il faudra apporter des modifications à la méthodologie d'évaluation et notamment pour la recommandation d'exclusion comme risque à être évalué. Ça, je pense que ça peut être vital. Et ce serait très intéressant de voir un petit peu les tout premiers rapports évaluation mutuelle qui vont sortir dans le cadre de ce niveau cycle, voir si les évaluateurs sont vraiment en mesure de remettre en question certaines choses, notamment la manière dont les pays évaluent les risques. Troisième aspect, troisième défi, c'est le cloisonnement institutionnel et l'absence de partage efficace des informations. Dans certaines juridictions, on a pu constater que l'évaluation des risques au niveau national, ce n'est pas transmis forcément de manière claire au secteur privé ou même au niveau du secteur public d'ailleurs. Et si les institutions financières, elles, ne connaissent pas l'évaluation du risque de la part du secteur public, ça risque d'être assez difficile pour, le secteur privé d'appliquer les mesures. Donc, accent sur la communication entre les instances du public et du privé, surtout partage d'informations. Je pense que là, effectivement, c'est vital. Donc voilà les 3 aspects selon moi. Merci à vous, Robin. Merci de vos éclairages. Alors l'un des 3 points que vous avez évoqués. Simplifier la manière dont les mesures simplifiées sont évaluées dans le cadre de ces évaluations mutuelles. Donc, je pense que maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment un point d'orgue au sein du GAFI. On insiste bien là-dessus. Et je pense que, étant donné que ces modifications maintenant ont été apportées, eh bien, ça devrait être bien intégré au niveau de ces évaluations mutuelles et ressorti dans les rapports. Un grand merci d'avoir insisté sur ce point. Je vais maintenant passer à Helen et toujours sur les mêmes questions. Auriez-vous, Hélène, d'autres observations du point de vue de l'industrie quant aux obstacles, difficultés, soit par rapport à la mise en œuvre, surtout pour ce qui est des mesures simplifiées? Hélène, à vous. Oui, alors je pense qu'effectivement, ces aspects-là, on en a parlé, ça a été évoqué dans la fameuse étude. C'est-à-dire surveillance adéquate, orientation et un entendement commun quant au risque, la mesure du risque. Et ce sur quoi j'aimerais insister, moi, c'est que si notre objectif, c'est d'avoir effectivement d'autres résultats, il est essentiel, effectivement, de se pouvoir à réaliser les contrôles ciblés par rapport à ces risques. Et résultat qui fait suite donc à des partenariats ou collaborations au niveau du partage des renseignements, cela
rejoint directement la question des contrôles adossés au risque. C'est plus ciblé et donc qui dit plus ciblé dit plus proportionné. Ça se traduit par une amélioration de l'efficacité de cet écosystème et plus efficient et réduire toute tension, friction qui ne serait pas nécessaire. Parce que certains aspects faibles valeurs qui ne contribuent pas à des résultats efficaces. Nous, l'association bancaire, nous avons un rôle important pour initier, gérer, piloter notre stratégie, ce qu'on appelle Next Gen, prochaine génération. On va renforcer cette collaboration, notamment en s'appuyant sur les renseignements, travaux d'enquête, ceci afin d'améliorer ces contrôles adossés au risque. Et étant donné donc, les prochaines étapes, d'abord, en fonction de l'article 75 de cette EMR, on peut voir un petit peu ce qu'on peut renforcer, ce qu'on est en droit de diffuser avec les partenaires privés publics et ceci, ça peut se faire par le processus robuste. Donc oui, nous nous sommes lancés dans un cheminement mais c'est important que tout en respectant des règlements, c'est important de pouvoir partager un maximum d'informations tout en protégeant effectivement la sécurité de nos clients, en gros. Merci, merci à vous, Hélène. Merci donc de vos remarques très sage. Alors oui, effectivement, la collaboration, partage d'informations publiques-privées, ainsi que les boucles de rétroaction, ça, c'est quelque chose qui ressort souvent sur ces questions-là. Et je pense que c'est non seulement utile par rapport à cet objectif, inclusion financière, c'est important aussi pour améliorer l'efficacité donc de ce régime LBC-FT. Donc, merci. Alors, maintenant, on a parlé des obstacles, barrières pour ce qui est de la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs, mais je crois comprendre que tout le long de cette enquête, de nombreux participants ont dit que les orientations du GAFI, mais aussi des instances de contrôle, eh bien, devraient être utiles pour permettre la mise en œuvre efficace et effective de ces nouvelles dispositions. Donc, j'aimerais poser une question à Flore, fort de ces constats. Pourriez-vous nous faire part de l'expérience du Mexique en matière de fourniture d'orientation sur les méthodologies d'évaluation et des risques par les institutions financières? J'espère que vous pouvez m'entendre. L'interprète fait au mieux parce que le son est très mauvais. Cette question est très importante. Tout d'abord, ce qui est important, c'est le renforcement des capacités côté des instances de surveillance, des spécialistes qui vont analyser. Ça rejoint ce qu'a dit Robin. Il faut absolument qu'on propose effectivement le renforcement des capacités. Au sein de notre commission Mexique, nous avons une liste qui est en lien avec l'approche associée au risque de la méthode. L'autre volet, c'est que nous nous efforçons, nous appliquons, nous mettons en œuvre ce dispositif, des groupes de travail public-privé et donc on travaille avec le secteur privé, ceci afin d'en avoir un stock, un entendement commun de ce que c'est qu'une approche adossée au risque. Ça, c'est très important, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir, ce système en place, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que le secteur privé, lui aussi, ait un entendement, commun de ce qui se passe et de la réflexion du processus d'entendement, donc des instances de contrôle. En plus, dès lors qu'on a l'occasion de se rendre sur site, une visite sur site, eh bien, l'une des choses, ce qu'on fait, c'est que cette méthode adossée au risque, notamment par rapport aux institutions financières, que ce soit sensibilisé à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On échafaude, on élabore un ensemble de recommandations qu'on leur signifie et on s'efforce de travailler avec eux, de construire ces matrices, ces grilles, cette méthodologie pour justement améliorer l'inclusion et ceci en vue d'en arriver à des mesures simplifiées. Enfin, il est important aussi que les institutions financières, heu, soient au courant de ces comptes à faible risque. Pourquoi?
parce que les institutions doivent être en mesure de mettre en œuvre des systèmes, lesquels systèmes puissent effectivement pister, suivre de manière efficace, ceci afin d'éviter une utilisation à mauvais escient de ces dits comptes à faible risque. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Eh bien, merci à vous, Flore, merci de ces éclairages. J'aimerais donc vous remercier nos intervenants. Merci donc de nous avoir fait part de votre point de vue sur les obstacles et le soutien nécessaires à la mise en œuvre d'une approche de la LBTFT fondée sur les risques. Alors, en plus de ce que nous avons appris de la part des intervenants jusqu'à présent, eh bien, nous avons aussi reçu plus de 1 000 questions de la part des participants dans le cadre donc de l'inscription, du processus d'inscription ou encore par les courriels. Étant donné le peu de temps dont nous disposons, il ne serait évidemment pas possible pour nous de répondre à l'ensemble de ces questions bien précises. C'est pourquoi nous avons regroupé les questions par thème. Nous avons identifié les questions les plus courantes à des fins de discussion avec nos éminents experts d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer sur la question du recours aux nouvelles technologies, les solutions à volet technique. Alors, Catherine, de nombreuses questions portent sur l'utilisation de ces fameuses nouvelles technologies. D'ailleurs, les répondants à l'enquête ont également souligné dans le cadre de leur réponse que la solution technologique était l'un des moyens les plus utiles pour mettre en œuvre une approche fondée sur les risques. À ce sujet, d'ailleurs, Catherine, vous avez indiqué dans le cadre de votre exposé que la révision des normes porte également des interactions non en présentiel, non face à face, et que c'est devenu en fait une pratique commerciale tout à fait usuelle de nos jours. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les révisions et nous donner des exemples pratiques de mesures d'atténuation appropriées, si vous le voulez bien. Catherine, à vous. Catherine, je pense que votre micro est coupé. Catherine, ce serait à vous. On vous voit bouger les lèvres, mais on ne vous entend pas. Vous êtes toujours en micro éteint, coupé. Eh bien, Catherine, votre microphone est toujours muté, donc je vais revenir vers vous après. Maintenant, je voudrais poser des questions à d'autres panélistes. Donc, d'abord, Robin, compte, compte tenu des révisions, euh, est-ce que vous pourriez nous faire part de l'expérience des membres de l'AFI en matière d'utilisation des systèmes d'identité numérique et de EKYC, donc connaissance de clients électroniques, pour promouvoir l'accès aux services financiers et leur utilisation? Oui, merci beaucoup. Donc, les nouvelles technologies comme les systèmes d'identité numérique et les règlements en matière de KYC électronique ont beaucoup de potentiel pour l'intégrité inclusive, peuvent réduire considérablement le coût également d'introduction de nouveaux clients, réduire les frictions associées à l'ouverture de comptes sur papier. Bien évidemment, ces systèmes doivent comporter des niveaux de robustesse appropriés. Il y a beaucoup de guides et d'orientations maintenant sur comment se faire. Donc, le guide électronique du GAFI, le modèle politique en matière de EKYC publié il y a quelques années aussi. Donc, c'est une tendance qui est présente, il n'y a aucun doute, ça va accélérer pendant le Covid et a continué d'accélérer depuis, avec l'intégration de nouveaux clients par voie électronique qui est devenu standard maintenant. Il y a des cas de succès en Asie du Sud-Est, l'Indonésie et la Thaïlande, des principes directeurs sur le EKYC a été introduit pour utiliser les métriques des bases de données électroniques. EDL est un exemple avec
sa plateforme d'identification numérique EKYC aussi, 300 millions de clients qui ont pu intégrer le système depuis. Donc, il y a des exemples de bonnes pratiques au niveau des pays aussi. Le défi maintenant, c'est d'accélérer le déroulement sur le plan mondial, y compris à des juridictions en développement et émergentes. Oui, merci beaucoup pour ces informations très utiles. Donc, merci, Robin. Je reviens à Catherine maintenant pour euh, répondre à la question initiale. Catherine? Oui, alors votre microphone est toujours muté. Est-ce que vous pourriez essayer à nouveau, s'il vous plaît? Eh bien, malheureusement, votre microphone reste muté. Donc, je vais continuer avec les questions pour les autres panélistes. Est-ce que vous entendez maintenant? Alors, maintenant, nous vous entendons. Oui, très bien, excusez-moi. J'avais un problème de microphone muté. Merci pour la question. Alors, les technologies et l'innovation numérique comportent le potentiel. Beaucoup de banques ont développé des systèmes, des réseaux Wi-Fi, des comptes en ligne. Ceci est utilisé pour créer des profils, l'intelligence artificielle et à prendre en compte aussi l'apprentissage automatique et autres modèles qui peuvent être utilisés pour évaluer des risques de transactions basés sur plusieurs critères d'évaluation. L'interprète précise que la qualité du son est très faible pour cette intervention de Catherine. Nous faisons de notre mieux. Il y a beaucoup d'études de cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous avons parlé de nouvelles technologies. Parmi les nombreuses questions reçues des participants aujourd'hui, beaucoup concernent les mesures simplifiées. Je voudrais maintenant poser des questions à Hélène et ensuite Flore avant de revenir à tous nos intervenants pour leurs propos de conclusion. Donc, Hélène. Nous avons beaucoup entendu parler des mesures simplifiées par l'application de la technologie. Une question connexe que de nombreux participants se poseraient serait de savoir comment ces mesures seraient appliquées et quand ces mesures seraient applicables et comment les institutions financières peuvent-elles démontrer l'efficacité et la proportionnalité des contrôles de LBC-FT. Hélène. Oui, merci beaucoup. Je pense que la technologie nous aidera pour se faire. Donc, il faut bien cibler notre temps et nos efforts, donc procéder aux évaluations. Bien évidemment, donc, il faut soigner les informations que nous proposons aux institutions publiques et dans le reporting que nous réalisons. Faire cela de façon fondée sur les risques, eh bien oui, je reçois cette question souvent. Comment est-ce que nous montrons l'efficacité et la proportionnalité? Je pense que beaucoup d'acteurs travaillent là-dessus encore. Si l'approche est véritablement fondée sur les risques, il faut que ce soit priorisé, proportionné et efficace. Sur la proportionnalité, une des choses que nous évaluons et étudions, c'est la question de savoir comment proposer ou comment réaliser notre effort de communication extérieure auprès des clients, à quelle fin et avec quelle fréquence. Toutes ces efforts de communication que nous pourrions faire en vue de collecter des informations, eh bien, maintenant, il y a des entités numérisées ou numériques plus avancées pour ce faire.
Donc, il faut vraiment prendre la mesure de l'effort nécessaire par rapport au client et l'effort qui est demandé au client. Ce serait quelque chose à suivre. Et il faut cet exercice de priorisation aussi. Donc, tout ce qui se fait dans ce sens, en ce sens, c'est très important. Donc, nous avons étudié ce que nous faisons en ce sens euh, pour évaluer comment notre couverture est priorisée. C'est là où nous voudrions voir la couverture, là où nous voudrions voir l'effort investi. Donc, et en effet, nous consacrons moins d'efforts là où nous constatons qu'il y a moins de valeur, moins d'utilité associée à cet effort. Et pour ce qui est de l'efficacité, ce sont les résultats qui comptent. Nous avons besoin d'avoir la capacité de constater à travers notre écosystème quels en sont les vrais résultats et utiliser ça pour informer notre action. Cela n'a rien de facile, rien de simple à mesurer ni à suivre. Et ce n'est pas le propre d'une seule partie. Nous avons besoin de ces informations tout au long de la chaîne de valeur. Donc, si je regarde autour de moi, sur le plan national et international, tout ceci est important. Eh bien, merci beaucoup pour ce commentaire. C'est riche en informations. Maintenant, nous comprenons un peu mieux du point de vue du secteur privé. Maintenant, j'aimerais entendre le point de vue d'un superviseur. Donc, Flore, comment les autorités de surveillance veillent-elles à ce que les institutions financières osent mettre en œuvre des mesures moins risquées, au moins simplifiées dans des cadres plus risqués? Comment les autorités de contrôle peuvent-elles évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures fondées sur les risques? Flore, s'il vous plaît. Merci, Takahire. Tout d'abord, il est important de préciser qu'en Mexico, au Mexique, l'interprète précise que le son est nettement insuffisant pour cette intervention. Nous faisons de notre mieux pour l'interpréter. Donc, il faut que les superviseurs agissent là où le risque est jugé plus évalué, et plus élevé. C'est très important. Comme je l'ai dit précédemment, il est très important de comprendre les capacités et l'approche appliquée par l'institution que vous supervisez. Et il faut comprendre les modèles et la capacité de l'institution. Avec ceci à l'esprit, le superviseur doit analyser. Et tout d'abord, il est important de préciser que les méthodologies de l'approche fondée sur les risques constituent une des parties plus complexes et difficiles pour le superviseur quand il s'agit d'analyser. Il faut comprendre le modèle, mais aussi le risque du pays. Il faut comprendre tous les risques générés ou identifiés par l'évaluation nationale de risque. Une fois que vous avez ceci, le superviseur a besoin d'actions recommandées pour l'institution. L'interprète précise que la qualité du son ne permet pas l'interprétation. Nous reprenons le service dès que le son le permet. Merci beaucoup, Flore, pour euh, vos commentaires. Alors, nous n'avons presque plus de temps. Avant de conclure la réunion, je voudrais demander à chacun de nos panélistes à partager avec nous des propos euh, de conclusion en 1 minute. Je commence par Catherine. Merci, Takahire. L'interprète précise malheureusement que le son ne permet pas l'interprétation pour Catherine. Nous reprenons donc
Merci beaucoup. Robin, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais conclure en disant que la vision d'intégrité et d'inclusion financière avec laquelle j'ai commencé est tout à fait possible. Je pense que les initiatives financières euh, sous la présidence actuelle donnent vraiment un élan à cette initiative et nous permet d'imaginer que nous allons atteindre cette vision. Mais il ne faut pas rester complaisant. Ce qui se passera pour le prochain chapitre sera encore plus important. Donc, je voudrais donner un devoir à tous ceux qui participent à ce webinaire. Pensez au rôle que peut jouer votre organisation pour en faire une réalité. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Flore, s'il vous plaît. Nous reprenons notre service dès que le son le permet. Merci beaucoup. Hélène, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il faut regarder vers l'avenir aussi. Je pense qu'il y a d'autres changements à accepter et j'ai quelques C à ajouter. Le courage sera nécessaire et la clarté entre les parties sera essentielle pour atteindre la cohérence et des priorités communes. Pour cela, nous avons besoin de collaboration. Donc, 5C, courage, cohérence, clarté, priorités communes et collaboration. Et je pense que ainsi, nous pouvons tous aborder et accepter les changements à venir. Eh bien, merci beaucoup. Pour conclure, hein, comme il a été mentionné précédemment, l'approche fondée sur les risques et la proportionnalité sont des concepts tout à fait clés dans les normes du GAFI. Et la révision des recommandations du GAFI ont apporté de la clarification publiée par le GAFI en juin. Il est également très important de s'assurer que les mesures simplifiées soient vraiment mises en œuvre euh, sur le terrain. Pour ce faire, le renforcement de capacité, le partage de bonnes pratiques entre le secteur public et privé, et beaucoup de choses qui ont été évoquées pendant ce webinaire seront très importantes. Et il faut aussi ou la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques rapidement, très important pour garantir une compréhension commune des risques entre le secteur public et privé. Plus facile à dire qu'à faire. Et je voudrais mettre en exergue l'importance de la collaboration, le fait de travailler ensemble. Nous avons chacun un rôle très important pour atteindre les objectifs clés de la LBC-FT et l'inclusion financière des parties sont le GAFI, les cellules de renseignement financière, les organes de tutelle et de supervision et les parties prenantes privées. J'espère que ce webinaire vous aura aidé à voir comment nous pouvons viser ces objectifs partagés. Je voudrais remercier les intervenants, les interprètes, les membres du secrétariat, Francisco et Jenny, et tous les participants. Merci à tous.